Bonsoir et bienvenue au 20h direct sur Equinox Télévision. Nous sommes le samedi 4 mai 2019. Good evening. Bonsoir Nadine Yambo. Ladies and gentlemen, good evening. Welcome to the 8 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. Live from Douala, Cameroon. It is our central news desk. In this edition of the newscast, after international crisis groups, some opposition leaders in Cameroon are calling on the United Nations to sanction some key officials of the Biya regime over what they call rights violations in the two English-speaking regions of the country hit by conflict. They sent the message today to visiting UN Rights Commissioner Michelle Bachelet, who is in Yaoundé, Cameroon. And over in Bonaberi, Douala 4 subdivision, a woman and son died after a wall collapsed on them. It is at the block set Sodiko of Chateau d'Eau neighborhood, Douala 4 subdivision. We'll tell you more in this edition of the news. À la une de ce journal, l'opposition appelle la communauté internationale à des sanctions contre les cadres du régime de Yaoundé et responsables de la situation sociopolitique actuelle au Cameroun. Acteurs politiques, membres de la société civile et leaders religieux ont formulé des recommandations ce samedi au Haut Commissaire des Nations Unies pour les droits de l'homme. Des recommandations à suivre au cœur de ce journal. À Douala, l'effondrement d'un mur au quartier Bonaberi fait 2 morts, dont une mère et son enfant. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. La forte pluie qui s'est abattue hier dans la capitale économique Douala a provoqué l'effondrement d'un mur au quartier Sodiko à Bonaberi, dans le 4e arrondissement. Une mère et son fils de passage ont été pris au piège sous les décombres. Le récit est fait avec Isabelle Carole Zopet. Toute jeune, pleine de vie, mère au foyer, Madame Taco Florence n'est plus de ce monde, ainsi que son fils, le nommé Taco Léonel, âgé de 19 ans, lui qui préparait son examen de baccalauréat prévu dans quelques semaines. Les deux ont été atrocement arrachés à la vie suite à un mur qui s'est effondré sur eux alors qu'ils regagnaient leur domicile, si au quartier Sodiko, à Bonaberi. Par rapport au drame, il y a ce mur qui vacillait presque. Et avec la pluie, la forte pluie d'hier soir, le vent violent vraiment a fait céder ce mur. Et à ce moment précis, il y avait une dame et son enfant, de retour de leur commerce, ils ont été surpris par l'affaissement de ce mur. Et puis, sur les lieux où s'est produit cette scène tragique, le son des victimes, encore visible çà et là, témoigne de la violence du choc. Dans un état critique, les deux ont été transportés à l'hôpital de district de Bonasama. Le jeune garçon va décéder en chemin et la maman, transférée par la suite à l'hôpital à Quintini de Douala, va quelques minutes plus tard rejoindre son fils dans l'au-delà. Au domicile des victimes, les membres de la famille et les riverains, tous sous le choc, sont inconsolables. Je ne sais pas. C'est la malchance, c'est quoi. Hier, vers 20h, quand je rentrais du travail, au niveau du rond-point, ma nièce m'appelle et me dit: est-ce que tu es au courant que le papa s'était renversé chez ta grande soeur? J'ai renversé dans sa main. Elle respirait fortement. On me dit, on a fait de l'évacuer à la Quintini. Voir mon petit vieux qui est mort, le docteur me dit qu'il est mort avant d'arriver à l'hôpital qu'il y a. Quand il après encore, il s'appelle ma grande soeur. Quand on l'a mené à la Quintini, elle est aussi ici. Des riverains, l'on apprend que ce mur présentait des signes d'affaissement. Mais le propriétaire, maintes fois interpellé à ce sujet, est resté indifférent. Et ce mur, on me fait comprendre que les choses de quartier ça signalé depuis. À ce monsieur de détruire ce mur parce que ce mur courait des dangers. Tous les efforts fournis pour entrer en contact avec le propriétaire ont été infructueux. Ce n'est pas la première fois que la ville de Douala soit le théâtre d'un effondrement meurtrier. Toute chose qui remet au goût du jour l'épineux problème des permis de bâtir octroyés et des normes de qualité à respecter en matière de construction au Cameroun.
La société civile, la classe politique et même l'Église au Cameroun continuent d'exprimer leur vive préoccupation sur l'escalade de violences meurtrières observées dans les régions anglophones et son impact sur la stabilité du pays. Au cours d'une séance de travail avec le haut-commissaire des Nations Unies pour les droits de l'homme, acteurs politiques, hommes politiques, acteurs de la société civile et même leaders religieux ont formulé des recommandations pour une sortie de crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun. Le compte rendu de Joël Essenguen et Guizoro. Peu avant la fin de sa visite au Cameroun, la haut-commissaire aux droits de l'homme des Nations Unies a eu l'un des rendez-vous majeurs de tout son séjour en terre camerounaise. Face à Michelle Bachelet, l'opposition, la société civile, le pouvoir et ses alliés et l'Église ont vidé leur sac. Pour l'opposition, c'est un chapelet de griefs qui a été soulevé. Les uns et les autres ont pris la parole pour lui dire comment les partis politiques, surtout l'opposition, ressentent et vivent ces réalités au Cameroun. Elle a été attentive et je pense que beaucoup ont remis des documents qu'elle pourra lire dans la sérénité. Mais il faut dire également que Bachelet, elle ne peut que nous écouter, elle n'est pas camerounaise et que c'est à nous de trouver des solutions aux problèmes qui sont posés à notre pays et personne d'autre. Je n'ai pas manqué de lui dire les insuffisances liées à la participation syndicale, les insuffisances liées à l'ECAM, qui en réalité est une logistique et non pas un organisme qui organise vraiment les élections, parce que ce sont les fonctionnaires qui le font dans les commissions. Je n'ai pas manqué d'insister sur le scandale dont je fais l'objet à titre personnel, notamment la fameuse suspension de toute activité politique. 7 régions sur 10 au Cameroun aujourd'hui sont en situation de conflit, que depuis 2010, nous avons plus de 2000 morts à l'extrême nord et d'après les chiffres de Crisis Group, 1850 morts dans les 20 derniers mois dans la zone anglophone. 700 000 Camerounais qui sont en situation de personnes internes déplacées et plus de 2 500 000 enfants dont la scolarité est en péril. De son côté, le RDPC s'est voulu rassurant en s'appuyant sur son chef. Nous avons pu apporter notre petite proposition tout en faisant comprendre à Madame le commissaire que le président de la République a pris toutes les dispositions et continue d'ailleurs à le faire pour que le calme, la paix règne dans toute l'étendue du territoire camerounais. Loin d'en tenir compte, l'opposition appelle à des sanctions de la communauté internationale contre le régime de Yaoundé. Nous avons demandé que des sanctions individuelles soient apportées aux membres du gouvernement qui sont responsables de cette situation. Ça veut dire l'interdiction de voyager. Ça veut dire le blocage de notre argent qu'ils ont volé et qu'ils ont mis à l'étranger dans ces pays-là. Ça veut dire interpeller ces personnes par rapport à ces différentes situations. Ce qui a été dit à tous les coups, c'est qu'on lui demande, autant qu'elle peut le faire, de faire une recommandation au président de la République de libérer ces personnes qui ont été arrêtées dans le cadre de l'exercice d'une activité politique, qui n'ont commis aucun crime, parce que il est évident pour tout le monde que personne n'est mort au Cameroun du fait de Campe de ses alliés. Pour autant, l'opposition souligne que les initiatives doivent demeurer avant tout camerounaises. Résoudre ces problèmes est d'abord le problème des Camerounais. C'est les Camerounais qui ont la responsabilité première de résoudre ce problème. Le rôle de la communauté internationale est de nous accompagner dans les solutions que nous avons, que nous souhaitons. Bachelet, elle ne peut que nous écouter, elle n'est pas camerounaise et que c'est à nous de trouver des solutions aux problèmes qui sont posés à notre pays et personne d'autre. Cependant, le risque d'implosion est évoqué à grands traits. Nous parlons de la crise anglophone, nous parlons de la crise au septentrion. Tout cela se résume à une chose. Les Camerounais aujourd'hui veulent tout simplement exercer leur droit de participer à la vie politique de la nation. Et si ce droit continue à être anesthésié, étouffé, asphyxié, on ne parlera peut-être plus seulement de la crise au septentrion ou de la crise anglophone. Dans peu de temps, on parlera d'une crise générale au Cameroun.
Devant ces incertitudes, l'Église croit savoir et l'a indiqué à Michel Bachelet quel devrait être le dernier recours. Nous avons demandé au commissaire que toutes les organisations internationales, tous les partis prenants de la crise camerounaise, faisons-les ensemble en laissant les religieux prendre le devant pour pouvoir donner cette confiance aux populations, pour pouvoir discuter et avoir ce dialogue. En achevant son séjour au Cameroun, la haut-commissaire aux droits de l'homme des Nations Unies, à défaut de distribuer les bons et mauvais points, en sait largement sur l'état des droits de l'homme au pays de Paul Biya. Et la situation des milliers de déplacés ainsi que réfugiés de cette crise est également au cœur des préoccupations des Nations Unies. Au cours d'une énième rencontre avec les membres du gouvernement à Yaoundé, la coordonnatrice du système des Nations Unies au Cameroun a fait part de sa disponibilité à contribuer au plan d'assistance humanitaire dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun. Une fois de plus, Joël Essengaï Guizoko. Entre Yaoundé et ses partenaires internationaux, notamment le système des Nations Unies, les réunions se multiplient à propos de la crise anglophone. Côté Nations Unies, on met volontiers en avant le souci du partage des informations et le respect de la transparence. In the Northwest-Southwest, and how we can ensure that there is a better sharing of information on what we're doing, which locations and what kind of assistance we're providing to populations in need, to make sure that, while there's full respect of the neutrality of our operations, there is full transparency. Pour sa part, le ton du gouvernement se veut de plus en plus ferme au regard des nouvelles qui lui parviennent du terrain. Les autorités administratives nous ont fait plusieurs rapports que généralement ils apprennent que les humanitaires sont sur le terrain et que les populations bénéficient des dons, mais ces autorités n'ont pas de il n'y a pas de traçabilité. Du coup, le ministre de l'administration territoriale annonce des contrôles plus serrés sur les dons aux populations. À partir d'aujourd'hui, on va d'abord constater ces dons sur place. La protection civile va d'abord constater qu'effectivement, ces dons ont été chargés dans un camion et que ces dons sont à destination de Boya, de Kumba, de Manfait. Après cette étape, le cutis final sera donné par les chefs des terres. Et alors, arrivé sur place maintenant, dès lors que les sous-préfets ou le préfet ou les autorités ont également fait le constat effectif de l'arrivée de ces dons, en ce moment, le système peut travailler maintenant avec ses agents sur place, les relais locaux qui sont des ONG. En fin de compte, les deux parties annoncent une descente sur le terrain pour harmoniser les actions à y mener par les uns et les autres. Moi et Madame Allegra et les partenaires, on va se rendre à Bamenda et à Boya pour installer donc ces équipes locales pour accentuer cette aide humanitaire qui est plus que jamais nécessaire. Depuis le lancement du plan d'urgence humanitaire du gouvernement pour les régions du nord-ouest et du sud-ouest, Yaoundé et ses partenaires internationaux n'en finissent plus de régler les termes de leur collaboration sur le terrain au sujet de la crise anglophone. Et le Conseil de sécurité de l'ONU se réunira le 13 mai prochain à New York pour examiner la situation humanitaire dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest secouées par une crise sociopolitique qui dure depuis plus de 3 ans déjà. Et précisons que c'est la première fois que le Conseil de sécurité se penchera sur la situation sociopolitique au Cameroun. Dans le reste de l'actualité, les radios communautaires à l'épreuve de la désinformation en période électorale. C'est à la faveur d'un atelier d'échange qui vient de regrouper acteurs des médias à l'initiative du Conseil des églises protestantes du Cameroun. Il était question de les outiller afin qu'ils ne tombent pas dans les pièges des fake news. Le compte rendu de Marcelin Gansop et Élisée Borba. Évoluant dans un environnement qui n'est déjà pas facile, les radios communautaires doivent relever le défi de la diffusion d'une information vraie, dépouillée de toute suspicion. Un autre défi, et pas des moindres, par ce temps où la désinformation, sous fond de manipulation, dicte sa loi, accentuée par les fake news, relayées sur les réseaux sociaux. Nous sommes aujourd'hui assaillis par les informations qui viennent de toutes parts. Et eux qui ont pour particularité d'informer les populations sur des questions de développement sont appelés à faire un travail de fouille dont ils n'ont pas forcément la totalité des moyens. Et quand on note que nous sommes dans un environnement aujourd'hui marqué par la désinformation, vous comprenez la complexité de leur position. Donc la question de l'adoption des principes du peace journalism se met directement en branle et la question du fact-checking
avant répercussion de ce qu'ils ont reçu comme information se pose comme une nécessité absolue. Voilà qui donne sens à cet échange autour de l'apport des radios communautaires dans la promotion de la démocratie et la lutte contre la désinformation, notamment en période électorale, comme ce sera bientôt le cas. Vous imaginez bien que si c'est une commune, si c'est une élite qui a financé ou qui finance la radio, la question de l'objectivité du journaliste, qui déjà à la base n'est pas forcément un journaliste de formation et de métier, prend une nature un peu plus difficile. Donc, ce que nous avons essayé de partager avec eux aujourd'hui, c'est ce qu'on pourrait appeler des tips, comme on dit en anglais, qui leur permettent en 2 temps 3 mouvements, n'est-ce pas, d'échapper à des peaux de banane si facilement présentes sur leur chemin, de manière à continuer à informer, éduquer et divertir les populations, malgré le contexte un tout petit peu délicat dans lequel ils sont appelés à évoluer. À travers cette activité qui épouse le thème de la célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse, le Conseil des églises protestantes du Cameroun balise les chemins en vue de la création d'un environnement de paix pour des élections transparentes et libres au Cameroun. Même en ayant un radio communautaire, on a le même problème. Et si on ne traite pas l'information bien, on peut même être le problème à la fin. Vu que toutes nos communautés vont vivre les élections, quel que soit là où on est. Donc c'est à nous de voir que le journalisme fait cette année soit un journalisme fiable. Outre les responsables des radios communautaires émettant à Yaoundé et ses environs, les pasteurs et autres acteurs des médias ont également pris part à cet échange, encadré par le Conseil national de la communication. À présence publique, reportage, communion parfaite entre le top management ainsi que le personnel du Parc national du génie civil à l'occasion de la célébration de la journée internationale du travail. Le 1er mai dernier, la direction générale a appelé les employés à plus d'ardeur au travail ainsi qu'au professionnalisme. Reportage. Au Parc national de matériel de génie civil, le top management a opté pour une causerie avec le personnel sur les défis à relever par cette entreprise. Au sortir d'une période délicate, le match génie a repris vie et les signaux qui étaient au rouge sont passés au vert. Nous vous avons dit ici que nous n'avons pas de revanche à faire sur notre vie. Ce que nous avons été, nous le sommes et nous le resterons. Nous avons pour préoccupation d'améliorer le cadre de travail et les conditions des travailleurs. Il y a donc lieu d'envisager l'avenir avec sérénité, en commençant par la motivation du personnel. Celui-ci doit être rétabli dans ses droits afin de donner le meilleur de lui-même. Le but, c'est de faire en sorte que le personnel du Madjeni se sente fier d'appartenir à cette grande entreprise. Donc, qu'il ait son assurance maladie, que son salaire soit payé à temps, qu'il ait des avantages en nature, comme ça se passe dans les autres entreprises, qu'il ait un cadre de travail décent, ce qui peut lui permettre d'être plus productif. En retour, le top management attend du personnel qui mouille effectivement le maillot et tourne le dos au comportement et pratiques qui tirent le Madjeni vers le bas. Nous attendons du personnel 2 choses essentielles. La compétence. Il faut que chacun fasse bien son travail. Et l'intégrité. Nous sommes dans un environnement où il y a beaucoup de tentations. Vous êtes en train de rentrer avec votre camion, c'est quelqu'un qui vous arrête, je voudrais que vous me transportez ceci. Il faut que les gens aient le réflexe entreprise. Que ce que je suis en train de transporter là, je transporte avec l'équipement de l'entreprise, il faut que l'argent rentre dans les caisses de l'entreprise. Pareil pour quelqu'un qui est avec l'argent de l'entreprise quelque part et à qui on propose un travail. Il peut obtenir des avantages sur ce travail en faisant gagner de l'argent à son entreprise. Voilà un peu ce que nous attendons. Si chacun fait donc ce qu'il a à faire avec dévouement, responsabilité et probité, il n'y a pas de raison que les fruits ne tiennent pas la promesse des fleurs. Surtout que le Madjeni est de plus en plus sollicité. Le travail, il y en a. Le Cameroun est un pays en construction. Tout est pratiquement à construire. Et nous bénéficions du statut d'entreprise publique dont les gens nous font de manière automatique confiance. Ce que nous pouvons obtenir au Madjeni, une entreprise X appartenant à M. Y ne pourrait pas l'obtenir. Nous avons des avantages extraordinaires auprès des constructeurs. Ils nous proposent de faire des avances de l'ordre de 10% pour avoir un équipement. Donc il est anormal que cette entreprise soit dans cette situation dans laquelle nous l'avons trouvée et malheureusement qui est en train de s'améliorer. Le dernier décret présidentiel réorganisant le Madjeni lui donne encore plus de pouvoir.
Il est notamment chargé de la constitution et du développement pour le compte de l'État, du parc de matériel et d'équipement du génie civil et du génie mécanique. Voilà qui ouvre une nouvelle ère au Mad-Génie. Et la suite de ce journal de 20h, c'est en langue anglaise avec vous, Fomi Armstrong Sanda. Nadiambo, thank you very much. Listeners, thanks and of course viewers for staying with us in this second segment of news in the English language. And shortly after or shortly before the end of our official visit to Cameroon, the United Nations Human Rights Commissioner Michelle Bachelet has made a major encounter this day. Michelle Bachelet today met with the opposition, civil society, government officials and the church leaders who face to face with the senior UN official emptied their minds. The opposition used the opportunity to present concerns ranging from the electoral code to what they qualify as crackdown from the Yaoundé administration. The ruling CPTM party also presented efforts employed by its leader and president of the Republic of Cameroon, Paul Biya, to address problems faced by Cameroon. The opposition also called on the international community to apply sanctions against Cameroonian top government officials over the escalating crisis in the northwest and southwest regions of the country, especially within the context of what they qualify as gross human rights abuse committed in these regions of the country hit by over 2 years of conflict. And of course, in the following excerpts, an opposition leader, Edith Kawala of the Cameroon People's Party, that's CPP, and Gustave Bai, who is representing the church, presented what they told the UN Rights Commissioner Michelle Bachelet. So we were here to give an idea to Madame Bachelet about the situation in the country, to let her know that 7 out of the 10 regions in Cameroon are today faced with conflict. The acute conflict, which is in the northwest and southwest, and which today is touching the western region. The conflict in the extreme north against Boko Haram, and the situation in the Adamawa, the east and the north, which is from the Central African gangs that are raiding. So most Cameroonians today are facing a problem of violence. 2, we wanted to inform her that this in the context of these conflicts, grave human rights violations are being committed. In the northwest and southwest, we have seen the burning of villages and of homes. We have seen the extrajudiciary killings. We have seen arbitrary arrests. Over 1,000 people from the northwest and southwest today are in prison as we speak, with their rights being violated. This violation of rights also occurred in the extreme north. We have video of extrajudiciary killings in the extreme north. Well, we try to discuss the fact that when a fabric is broken, the energy that can bring it together needs to be a superior energy. And based on the crisis we are facing right now, we are so divided that it needs God to bring everybody together. We propose to the High Commissioner that religious bodies are pleading with the government, with the civil society, with everybody concerned, and even the international bodies, to allow the religious authorities help them, to help come out with a common situation. Because right now, the only actor who can be found in every small village in this country is a religious leader. And apart from presenting the socio-political and security atmosphere of Cameroon to the UN official, opposition leaders also called on international community and the United Nations to apply sanctions on some key Yaoundé regime officials over the abuse of rights in the 2 English-speaking regions of the country and also in the far north region of Cameroon hit by the Boko Haram crisis. Kawala is president of the Cameroon People's Party. We have asked them to take sanctions against the individuals. There are individuals who are responsible for these atrocities and these violations in our country. They should see themselves suffering from a travel ban, from the freezing
of their assets, from personalized queries to demand explanations from them why they gave these orders for these kinds of atrocities to be committed. And finally, we are asking for the international community that the government of Cameroon as a whole must be queried according to the treaties that we have signed, the international accords that we have signed. And this means going to various instances, including the Security Council of the United Nations, to demand for the rights of the Cameroonian citizen to be respected. We have put on the table political transition. This regime has failed woefully. It cannot solve these problems. Therefore, we are demanding today the departure of the regime. That is to be done by Cameroonians through non-violent demonstrations in mass. Then we will go to a national dialogue that will help us to discuss the Anglophone problem, but also many of the other problems that we are facing as a nation. International Crisis Group, apart from calling for sanctions against top regime officials, also say separatists and the governments of Cameroon have all refused to dialogue within the context of a crisis in the northwest and southwest regions of Cameroon. They say their refusal has created a disturbing deadlock to the crisis in the two English-speaking regions of the country, which risks escalating further in the coming days. More in the following report. The Brussels-based International Crisis Group say 1,850 people have been killed and 530,000 internally displaced as a result of the conflict in the northwest and southwest regions of Cameroon in the last 20 months, with tens of thousands living as refugees in neighboring countries. Blaming what they qualify as deadlock for the escalating conflict, International Crisis Group says separatists have remained fixed on their stance for outright independence, while the government wrongly believes it can win a quick military victory. The non-governmental organizations say moderate and federalists who enjoy majority support are unfortunately unable to organize, partly because of separatists calling for talks to hammer out practical details of independence in the presence of international mediators, while the government refuses to discuss the form of state or reform of institutions. On the nature of the conflict, the non-governmental organizations say the crisis mutated into an armed conflict at the end of 2017, and today 7 armed militias are currently in positions of strength in most rural areas in the northwest and southwest. They say security forces reacted slowly and since mid-2018 have inflicted casualties on separatists, though unable to regain full control over rural areas nor prevent repeated separatist attacks in towns and cities. International Crisis Group regretted that initiatives to promote dialogue like the Anglophone General Conference have met with opposition from the government and some separatists, even though majority of Anglophones support it. The NGO called on the government and separatists to shift from their positions, at least to agree on federalism or autonomous regions. To any of the parties refusing to make concessions or dialogue, International Crisis Group call on Europeans and Americans to sanction government leaders, senior military officials and separatists who continue to obstruct dialogue. They propose sanctions like travel bans, asset freeze and prosecutions through the International Criminal Court on such officials, and possible financial rewards to officials who accept to make concessions. International Crisis Group say dialogue between governments, federalists and separatists should take place out of Cameroon in the presence of international actors, most preferably the United States of America, Switzerland, the Vatican, the United Nations, the European Union, especially France, Germany and the United Kingdom, as well as the African Union.
And another international non-governmental organization is Human Rights Watch, which is so far accusing the government of Cameroon of trying to play over figures of right abuse in the two English-speaking regions of the country. The international non-governmental organization is basing their accusations on what they call is the restriction or refusal of the government of Cameroon to grant access to one of its officials to do findings in the two English-speaking regions of the country. Innocent Aze has more on that. The international organization Human Rights Watch holds governments of Cameroon responsible for the attempts to curb reports of gross abuses committed by security forces in the northwest and southwest regions of the country, hosting English speakers. This, as a researcher of Human Rights Watch, was restricted from entering into Cameroon April 12, 2019. Philippe Bolopion, Deputy Global Advocacy Director at Human Rights Watch, says the government of Cameroon is doing everything it can to keep the world in the dark about its ongoing abuses in the English-speaking regions of the nation. It says this will not work. Human Rights Watch adds that authorities at the Douala International Airport refused to grant entry to senior researcher for Central Africa, Ilaria Allegrozi, despite receiving a 3-month visa on March 25th. She was given no explanation by the airport authorities and has since not received clarification from the government despite several attempts. Allegrozi explains in her visa application that she plans to travel to the Anglophone regions of Cameroon to conduct research for Human Rights Watch on abuses perpetrated by both government and armed separatist forces, as well as the impact of the crisis on people with disabilities. Human Rights Watch recently published a report accusing members of Cameroon Defense and Security Forces for carrying out an attack in Melouf, Bui division of the Northwest region, that left at least 4 persons dead. The government of Cameroon has, however, denied the report, insisting it was unaware of any of such attacks in Melouf. According to the government, security forces have only destroyed places serving as hideouts for separatist fighters. On to something else, we move over to Bonaberi in the Douala 4 municipality, where a woman and her son have been killed by a wall that collapsed on them. Reports say they were on their way when the wall collapsed on them. Immaculate Fogwe tells us more. They were on their way back home, but they will never see home again. Madame Taku Florence and her 19-year-old son have been killed by a wall that collapsed at Block 7 Sodiko at the Chateau d'Eau neighborhood in Douala. Inhabitants of the said locality blame the lack of strong pillars to support the wall as a root cause of its collapse. The wall, because that wall was the first wall of that warehouse. When the road work was going on, they have to reduce this to send the wall behind. But the man did it, he built the wall behind and then abandoned the old wall. And that wall was nothing was supporting that wall. So because of that hard wind we had yesterday night, the wall went down. But what is sure is that we have called the attention of the owner of the wall. After the tragic scene, the both victims were transferred to the Bonasama District Hospital. While on their way, the 19-year-old boy gave up the ghost. The mother was later transferred to the Lakentini Hospital, but was refused to be attended to by the doctors and nurses, leading to her death. We arrived at the Bonasama Hospital and received the first care, but since her situation was very critical, we took her to the Lakentini Hospital. While there, the doctor refused attending to her by saying the emergency unit was full and that she could not remove any patient from there. The doctor denied coming to check on the patient in the car. She just told us to take her to Garnison Militaire. I don't know if they know that their duty is to save lives and not the other way around. Due to the excruciating pain, the woman equally gave up the ghost. Doctor tell me say what don't flop. At the domicile of the victims, the family members and friends are all in tears.
All the efforts made by the family members to come in contact with the owner of the building are all fruitless. It should be noted that this is not the first time that such a scene is occurring in the town of Douala. And over in the Logon and Shari division, we are in the far north region of the country. Simanji Kangebe tells us that security forces have intercepted bags of Indian hemp. His report. It was a busy day for the elements of the Legon and Shari Legion office of the Gendarmerie. This trailer that was destined to Kuseri from Gadwa transporting flour has been stopped by Colonel Boom, commander of the Gendarmerie Legion office of Logon and Shari. According to Commander Boom, the trailer that was heading to Kuseri was stopped at Dibanga, where the control point of the security forces was based. Unfortunately, at the time of the control, the driver and the car aide of the trailer escaped before the security forces could realize. Meanwhile, a little private car that was also escorting the trailer with 4 passengers saw all its occupants escaping, but abandoning the car documents inside the vehicle. The call from the security officers in the Logon and Shari division is for the population to collaborate with them. It is just time for us now to call for the population of this area to continue being with the elements of force and orders in Hull to permit us to gain, as we can say, this fight which has been going on against these members of Boko Haram. Totally 15 bags of Indian herbs weighing more than 30 kilograms were seized and deposited at the Kuseri court as investigations continue to track down the occupants from the 2 vehicles. That's all we had time for as far as the 8 p.m. Bilingual newscast is concerned. Thanks for watching. Nadi Ambo, bye bye. Merci, Fomi Armstrong Sanda. Fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci pour votre aimable attention.